Ok, bon après-midi à chacun de vous. C'est vraiment un plaisir pour nous de faire ce deuxième cours du parcours 1 pour cette semaine. Et parce que comme nous l'avons dit, à partir de cette semaine, nous avions vu la nécessité de faire pour chaque parcours, de faire deux cours lorsque cela est possible. Donc, en plus des approches, des méthodes participatives, nous allons parallèlement voir un système d'information géographique que nous allons voir comment on peut l'utiliser de manière participative. Et le logiciel de système d'information géographique que nous allons utiliser, c'est QuantumJS. Cet après-midi, je voudrais vous introduire donc ce logiciel QuantumJS, qui est aujourd'hui un des logiciels de cartographie ou de systèmes d'information, pas seulement de cartographie, de systèmes d'information géographique assez complet avec lequel vous pouvez faire beaucoup de choses. D'ailleurs, l'exercice que je vais vous proposer à la fin de cet exercice aujourd'hui, de ce cours aujourd'hui, c'est de pouvoir aller voir le site qui parle de ce site, importance des systèmes d'information géographique. Donc, il y a ce site qui parle de l'importance des systèmes d'information, je ne sais pas celui-ci. Il reste applications, les applications. Voilà, c'est ça. Voilà, ce site application. J'espère que vous voyez mon écran. Ok, oui, c'est ça. Donc, application des systèmes d'information géographique. Donc, lorsque vous lisez cette page, vous vous rendez compte que ici, les applications, les exemples qui sont pris sont beaucoup plus liés à ce qu'on appelle aujourd'hui le monde développé. Et notamment, beaucoup d'exemples sont pris sur le Canada. Mais ce que je voudrais vous demander de faire, c'est de lire ceci et de voir quelles sont les applications possibles des systèmes d'information géographique dans votre milieu, au niveau local, au niveau de votre, en fait, autour de vous, mais aussi au niveau de votre ville, au niveau de votre région et au niveau de votre pays en général. Donc, vous allez lire tout, passer tout ceci en revue et faire des propositions concrètes des applications des systèmes d'information géographique. Donc ça, c'est le devoir que nous aurons à la fin d'aujourd'hui. Mais revenons donc à l'introduction à QGIS. Donc, tout à l'heure, je vous ai envoyé une vidéo où je vous parlais d'un certain nombre de logiciels et d'éléments que vous devez télécharger. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais ensemble lire avec vous ce qui nous est proposé là dit que le module nous permettra d'effectuer quelques rappels des notions de système d'information géographique et aussi quelques notions sur les types de données manipulées, de découvrir les principales composantes de QGIS et d'apprendre à modifier les paramètres de base. Ce cours est disponible en PDF, vous pouvez le télécharger vous-même. Donc, lorsqu'on va à présentation d'un système d'information géographique, on nous dit qu'un système d'information géographique, c'est un système qui est capable d'organiser et de présenter des données alphanumériques, spatialement référencées. Donc, quand on dit alphanumérique, ça veut dire des données numériques, mais aussi des données littéraires. Donc, vous avez, par exemple, vous avez des niveaux, des chiffres, des nombres, mais aussi vous avez des noms. Par exemple, quand on a une ville, la ville de Kinshasa, on peut donner la population qui s'exprime en termes de nombre, on peut donner sa superficie, on peut donner le nombre d'usines que l'on retrouve dans la ville de Kinshasa, on peut donner le nombre euh, on peut donner le nombre de routes, voilà, les routes qui sont là, différents types de routes et même les distances que, par exemple, vous avez des informations qui montrent
quel est le nombre de pistes ou de routes bitumées dans la ville de Kinshasa ou dans la ville de Yaoundé ou dans la ville de Paris, ainsi de suite. Donc, c'est un système qui permet donc d'organiser, de présenter des données alphanumériques spatialement référencées. Donc, quand on parle de système d'information géographique, on parle en fait d'un système qui permet de gérer et de manipuler l'information dans l'espace. Donc, lorsqu'on parle de système d'information géographique, on fait référence à la localisation de l'information dans l'espace. Donc, il y a toujours cette notion de référencement. Quand on dit référencement, on fait allusion à la position de cet élément sur le globe terrestre. On va le voir plus en détail plus tard. Donc, chaque élément que vous avez sur le globe terrestre a un élément de localisation, a un élément il existe des systèmes qui permettent de pouvoir déterminer quelle est la localisation, sur quel point du globe terrestre se trouve ma maison, se trouve telle usine, se trouve telle route, se trouve telle rivière, se trouve tout ce que vous avez dans l'espace peut être, à chaque élément que vous avez dans l'espace, on peut y associer ce qu'on appelle des coordonnées, donc qui permettent de pouvoir référencer cela. Et ça peut être des coordonnées géographiques, mais on va voir qu'il existe également d'autres coordonnées. Par exemple, ma maison aujourd'hui, il y a une coordonnée que l'on appelle le code postal. Le code postal de ma maison, c'est une coordonnée qui permet de pouvoir la retrouver. Mais parce que le code postal, il y a un système qui a été établi qui permet que le code postal de ma maison est lié à des coordonnées GPS directement, on peut relier dans ma maison, on peut pouvoir retrouver, dès que quelqu'un a le code postal de ma maison, il peut connaître sur quel point du globe terrestre ma maison se trouve, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Et quand on parle donc de système d'information géographique, il fait référence à des outils logiciels. Donc, ça peut être, quand on parle de système d'information, ça peut être par exemple QuantumJS, ça peut être ArcGIS, ça peut être MapInfo, ainsi de suite. Mais aussi, ce concept englobe cinq éléments particulièrement. Le concept de système d'information géographique englobe la notion de logiciel, comme on vient de le voir, mais ça englobe aussi la notion de données, ça englobe la notion de matériel, et ça englobe la notion de savoir-faire lié à l'utilisation de tout ce que nous venons de citer, logiciel, données, matériel, savoir-faire, l'utilisation, c'est-à-dire, mais aussi là, on parle de l'utilisateur. Donc, on a logiciel, données, matériel, le savoir-faire de l'utilisateur, et vous avez ces utilisateurs véritablement. Donc, en termes donc de fonctionnalité, les systèmes d'information géographique permettent d'afficher l'information sous forme de carte ou sous forme de graphique ou sous plusieurs autres formes qui nous sont proposées. Les systèmes d'information géographique permettent aussi d'analyser des données pour créer une nouvelle information. Les systèmes d'information géographique permettent d'acquérir des données. Vous pouvez créer des données en utilisant un système d'information géographique. Et les systèmes d'information géographique permettent aussi de l'abstraction ou la représentation des éléments choisis. Et enfin, l'archivage. L'archivage. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous le mettez dans le chat. Donc, les données géographiques possèdent 4 composantes. Généralement, quand on parle d'une donnée géographique, on parle de 4 composantes. Il y a la composante géométrique qui renvoie à la forme et à la localisation de cet objet ou de ce phénomène. Parce qu'on parle des objets, mais aussi on peut parler des phénomènes. On peut, par exemple, avoir une localisation géométrique d'un bruit. Vous avez des études qui sont faites, par exemple, pour déterminer les quantités de bruit qu'on a dans chaque espace. Dans une ville, par exemple, comme Londres, vous avez la carte des bruits qui est produite. Donc, ça peut être un objet, mais aussi un phénomène, comme par exemple le bruit. Donc, les données géométriques. L'autre composant, c'est les données descriptives, qu'on appelle données attributaires, qui renvoient à l'ensemble des attributs descriptifs des objets ou phénomènes. Donc, quand vous avez par exemple le bruit, un des attributs du bruit, ça peut être la fréquence du bruit, ça peut être
l'intensité du bruit. Ça peut être, vous pouvez par exemple avoir un objet, par exemple une maison. Les données attributaires d'une maison peuvent être le nombre de chambres, le nombre de personnes qui vivent dans la maison. Ça peut être euh, la, par exemple la taille ou la superficie que cette maison-là occupe, ainsi de suite. En plus donc des données descriptives ou données attributaires, vous avez les données de style qui renvoient aux paramètres d'affichage des objets. Par exemple, type de trait, de couleur, ainsi de suite. Et enfin, comme quatrième élément, on a les métadonnées ou données associées. On parle souvent des données sur les données. Par exemple, lorsque vous collectez les données avec une communauté, vous devez toujours préciser la date d'acquisition des données. Nous avons fait une enquête. J'ai vu quelques amis ont pu faire le devoir que nous avions donné la dernière fois sur l'enquête qu'il faut faire avec les apprenants de notre plateforme. C'est important toujours de préciser à la fin de votre formulaire la date d'acquisition, la date de lancement de votre enquête. Et lorsque vous allez compiler ces informations et que vous l'aurez dans un rapport, il faut également mettre la date parce que plus tard, quelqu'un d'autre peut faire la même étude et c'est toujours bien de préciser cette date. Et quand cette date, par exemple, constitue ce qu'on appelle une métadonnée, il y a le nom du propriétaire, il y a la méthode d'acquisition, comment vous avez. Donc, toutes ces informations, toutes ces données sont les données sur les données qui sont importantes, qui permettent d'avoir une bonne compréhension des données et de pouvoir situer ces données-là et avoir parce que les données, par exemple, que vous avez collectées en 2016 sur le village Batiabongena, si vous repartez là-bas en 2020, ces données ne seront plus les mêmes. Si vous avez des populations là-bas, la population aura soit augmenté, aura soit diminué. Donc, préciser la période qu'il a faite, la méthode que vous avez utilisée, tout cela est important pour pouvoir comprendre et même voir la fiabilité de vos données. Donc, ici, vous avez ici les données géographiques et de style qui sont présentées ici. Et en dessous, vous avez les données attributaires qui sont présentées là. Donc, voilà pour la définition, la fonctionnalité et les données d'un système d'information géographique. Maintenant, en deuxième partie, on va s'appesantir un peu sur les données, euh, sur les données géographiques. Donc, lorsqu'on parle de données géographiques, on dirait qu'il existe deux types de données géographiques. On a les données vectorielles et les données raster. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on entend par données vectorielles? Vous avez la parole pour pouvoir intervenir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi une donnée vectorielle? C'est quoi une donnée vectorielle en utilisant des notions que nous avons vues à l'école primaire? C'est quoi une donnée vectorielle? Vous pouvez ouvrir vos micros pour que vous puissiez parler si vous voulez parler ou bien si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat. Donc, vous avez la parole pour nous expliquer c'est quoi une donnée vectorielle. Allô? Oui, allô, Noble, tu as la parole, vas-y. Oui, je pense que, comme défini tantôt, les données vectorielles sont des entités au fait, en forme de points, de lignes ou encore de polygones. Oui, mais pourquoi on les appelle données vectorielles? Pourquoi vecteur ici? OK. C'est clair que les types de données, c'est les points, les lignes, les polylignes, et puis les polygones, et puis les polygones à trous. Ça, c'est différents types de données géographiques que nous avons. Mais pourquoi, quand on parle de données vectorielles, ça fait allusion à quoi? Par exemple, quand vous avez un point, pourquoi est-ce qu'on dit qu'un point est une donnée vectorielle?
Quelqu'un peut-il nous aider? Serge Agali. « 6HME8N, là, c'est qui? « 6HME8N, c'est qui? Vraiment, quelqu'un qui a mal écrit il a mis les mots de passe là comme nom apparemment. Oui, je voudrais qu'il nous donne son nom. OK, dans le chatbot, on nous dit à 16h15, OK, aucune idée. Ah, c'est Freddy. OK, c'est Freddy. D'accord, Freddy. Donc, je vais donc vous aider. Quand on parle de données vectorielles, en fait, on parle ici de données qui ont des coordonnées X et Y. Vous vous rappelez qu'à l'école, je crois à l'école secondaire, on nous a parlé de... L'abscisse désordonnée, oui. Voilà, abscisse ordonnée. Donc, si vous allez même sur Google, allons ici, on dit données vectorielles. Données vectorielles. Donc, structure de données vectorielles. Format vectoriel. Oui, je vois là. D'où l'on vient, il parlait de ça, je crois. Ici. Oui, là on a parlé arbre, un air truie et puis... Bon, c'est pas vrai. Attends, je veux un truc direct. Base de données vectorielles, données vectorielles, travailler avec les données vectorielles. Attends, mettons la question de manière explicite, parce que l'un des objectifs aussi pour moi, c'est de vous apprendre à travailler avec le net pendant que vous êtes en train de faire un travail. OK, donc, qu'est-ce qu'une vectorielle? OK. Voilà, c'est ça. Quand vous voyez ici, on vous dit que donc, lorsqu'on parle d'un élément vectoriel, on parle en fait d'un élément de l'espace vectoriel qui est toujours composé d'un élément X, Y ou Z. Vous pouvez avoir X, Y, donc s'il y a beaucoup de théories là, mais c'est ça l'essentiel que je voulais que vous puissiez noter. Donc, en mathématiques, en physique, un vectoriel, c'est un élément qui est de l'espace vectoriel. Et quand on parle de l'espace vectoriel, c'est ce que je vous disais, c'est un espace dans lequel on a des coordonnées X, Y et Z. OK? Oui. Donc, c'est pour ça que ici, on dit, nous avons ici, lorsqu'on a un point est représenté par une coordonnée X et une coordonnée Y. Et quand vous avez une ligne, c'est une succession. En fait, une ligne, c'est une succession de points. Et même si cette ligne, c'est une succession de points,
Maintenant, quand vous avez un polygone, ce n'est pas seulement X et Y, vous avez X, Y et Z. Même chose pour le polygone à trous. OK? Donc, quand on parle de données vectorielles, ça veut dire que c'est une donnée qui a au moins deux paramètres qui sont associés à la donnée. Donc, lorsqu'on va, lorsque vous avez par exemple un point donc peut être représenté par des coordonnées géographiques qui sont, qui sont au moins deux éléments et vous pouvez avoir plus de deux éléments dépendant de la nature. Donc, quand c'est par exemple un point, vous avez X et vous avez Y. Quand, comme j'ai dit, quand c'est une ligne, vous avez plusieurs X et Y. Et quand vous avez par un polygone, vous avez X, Y et Z. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre cette notion de données vectorielles qui, en fait, constituent des données qui sont, certes, représentées par des points, des lignes, des polygones, mais il faut comprendre qu'en fait, ici, c'est une donnée qui a au moins deux éléments qui le constituent. OK? C'est bon? En plus en termes de données géographiques, on a les données vectorielles, mais aussi les données raster. Et lorsqu'on parle des données raster, ici, on parle en fait des images. Des images raster constituées d'une matrice de points colorés. Et quelle différence, donc, sur la base de l'élément de ce que je venais d'expliquer, quelle différence feriez-vous entre une donnée raster et une donnée vectorielle? Quelqu'un pour nous aider? Quelle différence feriez-vous entre une donnée raster et une donnée vectorielle? Jean-Claude, tu peux nous aider? Ok, oui, une donnée raster, c'est une image. Oui, Merci, Freddy. Oui, mais quelle est la différence ok. pour vous? Les données rastères, on fait les aux images. Ok. Et les données vectorielles, nous avons le point, le polygone et les lignes. Bref. Oui, en termes maintenant de coordonnées, qu'est-ce qui fait la différence entre des vecteurs et les rasters? Ouais, ce qui fait la différence, c'est que dans les données vectorielles, nous avons déjà les coordonnées X, Y qui témoignent la longitude et la latitude, et voire même la latitude. Et dans les rasters, nous avons les images qui doivent passer au traitement avant d'obtenir les coordonnées dont on a besoin. Ok. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Donc, je voudrais insister pour dire que oui, lorsque vous avez, par exemple, cette image-ci, c'est une seule coordonnée qui représente toute l'image. Vous n'avez pas, pour chaque élément ici, il n'y a pas une coordonnée. Pour chaque élément dans, par exemple, ça c'est un stade. Si vous voulez avoir ce stade et que vous souhaitez que chaque élément du stade ait une coordonnée, vous devez pouvoir extraire l'information de cette image et puis donner donc une coordonnée à chacun de ces éléments-là. Mais ici, vous avez des pixels qui représentent chaque cadre qui font votre image. Et la coordonnée, c'est en fait la coordonnée de toute cette image. Si vous avez des coordonnées, c'est la coordonnée de toute l'image et qui représente beaucoup plus d'éléments. OK? Donc, la différence fondamentale entre une donnée vectorielle et une donnée raster, c'est que la donnée vectorielle, chaque élément d'une donnée vectorielle a une coordonnée bien spécifique, alors que pour une donnée raster, la coordonnée, c'est la coordonnée de toute l'image, qui est constituée par cette donnée raster. OK? Donc, les données raster ou matricielles ainsi représentent une image d'un plan ou d'une photo numérisée. OK? Donc, vous avez plusieurs types, plusieurs exemples de raster ici.
Et comme je l'ai dit, ici, par exemple, vous avez l'orthophotographe d'une ville. Donc, chaque maison ici n'a pas de coordonnées dans cette image. La coordonnée que vous avez, c'est pour toute cette image. Et si vous voulez avoir maintenant la coordonnée de chaque maison, vous devez digitaliser chaque maison et maintenant associer une coordonnée parce que votre image sera référencée. Associer maintenant une coordonnée à chacune des maisons que vous allez pouvoir extraire de cette image. Donc, pour le moment, c'est ça. On va voir ça plus en détail plus tard. Donc, maintenant, comment on représente les données dans un système d'information géographique? Les données dans un système d'information géographique sont organisées sous forme de couches qui peuvent être superposées. Donc, et ça, c'est important de bien comprendre ceci parce que lorsque vous avez, par exemple, une image et par exemple des couches d'informations vectorielles, par exemple de polygones, de lignes, de points, vous devez savoir comment les superposer pour que tout ça puisse être visible en même temps. Donc, ici, vous avez en dessous l'image, ensuite, vous avez les polygones, ensuite, vous avez les lignes, ensuite, vous avez les points. Si vous mettez le point en dessous des polygones, vos points ne seront pas visibles. Donc, les données sont organisées sous forme de couches et la superposition des couches doit toujours se faire en respectant cet ordre-ci, où on commence par les images, ensuite, on peut avoir les polygones, les lignes et les points. Si dans une carte, vous avez seulement les polygones, les lignes et les points, les polygones doivent toujours être en dessous. Et au-dessus des polygones, vous avez les lignes et au-dessus des lignes, vous avez les points. Quand vous les superposez ainsi, vous êtes sûr que votre carte va pouvoir représenter toute l'information. Mais si vous mettez par exemple les lignes en dessous des polygones, partout où se trouvent les polygones, vos lignes ne seront pas visibles. C'est très, très important de comprendre cela. OK? Donc, pour finir, je voudrais que nous puissions regarder cette partie, le système de coordonnées. Donc, vous avez le système de coordonnées terrestre, système de référence géodésique et projection permet de positionner les objets les uns par rapport aux autres. Donc, pour ce qui est de chaque pays, ce que vous devez noter, c'est que chaque pays dispose d'un système de référence géodésique et de projection. Donc, que ce soit le Congo, le Cameroun, l'Angleterre, la France, ici on parle du système de projection de la France. Donc, je vais vous indiquer, et tout à l'heure je crois que je vais vous envoyer ça, système de coordonnées de la RDC. Donc voilà, ce document, je voudrais que chacun de vous puisse télécharger ce document. C'est un document qui a été produit par l'Institut géographique congolais et qui présente le référentiel géographique pour les échelles nationales et locales. Donc, les échelles géographiques pour les échelles nationales, donc ici, il parle d'échelle, mais dans l'échelle, nous avons, il nous parle du système de coordonnées qu'ils utilisent. Ici, pour ce qui est des échelles nationales ou inférieures à 1 sur 500 millième, il faut suivre cette projection qui est la projection Mercator-50. On va revenir dessus plus tard. Au parallèle 5N, 5S. Et lorsque vous avez un référentiel géographique pour les échelles qui sont supérieures à 1 sur 500 millième, vous devez suivre le système de coordonnées UTM qu'on appelle Universal Traverse Mercator. Et dans cela, vous avez donc ces paramètres-ci. Vous avez le datum, chaque fois c'est la même chose. Le datum c'est WGS 84 et l'ellipsoïde c'est GRS 80. Donc, ça c'est vraiment le système de coordonnées que vous devez pour la RDC. Même chose, je peux, système de coordonnées Cameroun. OK? Donc, si je regarde ça, la liste des systèmes de coordonnées disponibles pour le Cameroun. Donc, ici, vous voyez bien, on dit, vous avez le système de la même manière que tout à l'heure, on parlait du datum. Le datum, ici, c'est la même chose, WGS 84. Et puis, vous avez maintenant les différents systèmes de coordonnées qui sont utilisés pour les villes.
les villes, mais de manière générale, vous avez le Cameroun est situé sur 2 zones UTM, la zone 32N et la zone 33N. Donc, dépendant donc de l'endroit où vous vous trouvez, où vous êtes en train de faire votre analyse ou votre collecte de données, vous devez savoir est-ce que je me trouve dans la zone 32N ou est-ce que je me trouve dans la zone 33N. C'est très important pour que vos données puissent se superposer facilement. Donc, le système de coordonnées, c'est une donnée que vous devez pouvoir connaître pour le pays et l'endroit où vous travaillez et devoir maintenant l'intégrer dans votre logiciel lorsque vous allez pouvoir travailler avec. Donc, on dit QGIS utilise le sigle SCR qui signifie système de coordonnées de référence pour désigner le système de coordonnées utilisé pour superposer les couches afin qu'elles soient cohérentes entre elles. Voilà, donc vous allez voir que pour ce qui est du Congo, à chaque fois le SCR va être précis. Okay, pour chaque pays a son système de coordonnées. Oui, c'est ce que je venais de dire. Chaque pays a son système de coordonnées. Donc, et dans le logiciel de cartographie que nous avons utilisé, qui est QGIS, cela est souvent indiqué et généralement indiqué par le SCR, qui signifie système de coordonnées de référence. Donc, vous devez à chaque fois indiquer le SCR que vous êtes en train d'utiliser pour faire votre cartographie. OK? Donc, voilà un peu. On va s'arrêter ici pour cette première partie qui est la partie introductive. La deuxième vidéo que nous allons faire, deuxième partie, nous allons aller maintenant ici pour pouvoir télécharger, je crois qu'on a quelques minutes, je peux le faire, pour pouvoir télécharger QGIS. Donc, vous cliquez sur ce, j'ai envoyé cette vidéo avant, j'espère que vous avez pu le faire. Si vous téléchargez, vous cliquez ici, vous avez la présentation de QGIS et quand vous cliquez sur démarrer, vous êtes ici où vous pouvez maintenant télécharger l'installateur de QGIS. Si vous êtes sur Windows, vous devez aller ici et puis choisir, j'ai dit de choisir ici, dépendant de votre ordinateur, si le système d'exploitation est c'était 64 bits, vous devez cliquer celui-ci. Si c'est le 37, 32 bits, vous devez cliquer le deuxième. Il est bon de prendre la version stable et non pas la dernière version, parce que celle-ci n'est pas encore stable. C'est la version 3.10 et non pas la version 3.14 que je voudrais que vous puissiez télécharger. OK? Et en plus donc de ça, OK, en plus de ça, il est important de pouvoir également, je vois il y a des questions là. Pour chaque pays, pour ma part, c'est déjà fait l'installation. OK, good. Moi, version 3.12, ça pose un problème. Non, c'est pas grave. Si vous avez 3.12, pas de souci. Les différences ne sont pas très importantes. On peut vivre avec. N'allez pas télécharger à nouveau. Donc, si vous avez téléchargé QGIS, ça c'est une très bonne chose. Maintenant, vous devez également, attendez, voilà. Vous devez également télécharger les données. Donc, source de QGIS application. Donc, je voudrais également que vous puissiez, je crois que je l'ai indiqué dans la vidéo, vous devez également télécharger les images, les données, pardon. Donc ici, télécharger l'installateur. Donc, voilà, quand vous avez téléchargé, ici, vous avez un jeu de données disponible. Ici, quand vous cliquez sur jeu de données, ça vous amène dans cette page où vous avez la possibilité soit de télécharger celui-ci, si vous êtes sur Windows, ou celui-là, quand je clique dessus,
si je valide, il va s'installer. Mais je l'ai déjà dans mon ordinateur, donc je vais juste annuler ça. Donc, télécharger une de ceci selon votre système d'exploitation pour que vous ayez ça avant que la manipulation soit facile lorsque nous allons travailler tout à l'heure. Donc, voilà pour cette première partie. Merci beaucoup. Je vais arrêter ici pour que nos vidéos puissent être bien structurées et on va se revoir donc tout à l'heure pour commencer à véritablement découvrir QGIS ensemble. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se sépare? Je crois qu'il nous reste quelques poussières de secondes. Est-ce qu'il y a une question? OK, il n'y a pas de question. Donc, à tout de suite pour la suite de cet important module de formation.